Je vous remercie beaucoup. Je suis un peu gêné par ces superlatifs que vous m'adressez et c'est évidemment agréable d'entendre de belles paroles vous concernant, mais c'est un peu effrayant aussi parce que je ne suis pas sûr que mon public d'aujourd'hui va trouver que je suis à la hauteur de ce que vous racontez là. Je voudrais m'approcher de ce sujet en parlant de ce que tout le monde connaît, essayant de réfléchir à ce couple de termes, de concepts, de catégories, barbarie et civilisation. Je vais vous dire des choses que parfois vous connaissez déjà, mais je vais essayer d'arranger à ma manière. Le mot barbare, comme vous le savez probablement, et je dirais qu'au Maroc, on devrait le savoir particulièrement bien, le mot barbare nous vient des Grecs, qui par ce mot désignaient simplement les gens qui ne parlaient pas le grec. Et donc le monde se divisait les populations du monde se divisaient en deux groupes aux dimensions très inégales. Il y avait les Grecs, qui parlaient le grec, et puis il y avait tous les autres qui ne le parlaient pas, notamment les Perses. Les Perses avec qui les Grecs étaient en guerre et que les Grecs désignaient de cette manière. Et barbare vient d'une imitation de la parole de ces à peine hommes qui ne savent pas vraiment parler. Et vous savez que c'est aussi l'origine du nom berbère. Les berbères font partie de ces soi-disant barbares, c'est-à-dire appelés ainsi par ceux dont ils n'entendent pas la langue. Et on pourrait se dire que cet usage est un peu étrange parce que, après tout, diviser le monde en deux catégories aussi inégales, tout le monde d'un côté et nous, notre population de l'autre, c'est un peu trop facile. Mais dès le début, on a accroché à cette première opposition, ceux qui parlent ma langue, ceux qui ne la parlent pas, on a accroché un second sens, très différent, qui, en première approximation, on pourrait dire que les barbares, c'est des êtres sauvages qui ne se comportent pas comme devraient se comporter les êtres humains, et donc c'est un jugement moral qui est porté sur eux, et non pas une description, ils parlent cette langue, ils ne parlent pas cette langue. Les Grecs anciens, n'est-ce pas, dont je parle maintenant, d'il y a plus de 20 siècles, n'ont pas donné une définition précise de ce deuxième sens de jugement moral négatif. Mais ils ont donné divers exemples qui nous permettent à nous de l'identifier, ce sens. Par exemple, ce sont ceux qui considèrent les autres êtres humains, en dehors de leur peuple, comme semblables aux animaux. Et pour cette raison, ils sont prêts à manger leur chair. Ce sont des cannibales. Les cannibales, voilà un exemple de barbarie irréductible. Ou encore, ce sont des gens qui ne savent pas raisonner, ne savent pas réfléchir, et pour cette raison, dès qu'ils confrontent autrui, ils sont prêts à se battre. Ou encore des gens qui ne protestent pas quand ils vivent sous la tyrannie.
parce qu'ils n'ont pas cette qualité humaine de demander de vivre libre. Ce sont parfois aussi, dit-on chez les auteurs anciens, ceux qui ne connaissent que leurs parents proches et donc ne vivent pas dans une cité où on rencontre des proches mais aussi des lointains, on ne connaît pas tout le monde. Parricide, inceste, voilà, ça aussi caractérise les barbares, donc prêt à tuer ses parents, prêt à épouser sa sœur ou sa mère, enfin, ou dans l'autre sens, plus rare. Ces catégories n'existent pas pour les animaux, donc ils se comportent là aussi un peu comme des animaux. Et donc on pourrait réunir un peu ces exemples en disant que pour eux, dans ce deuxième sens, les barbares sont ceux qui nient la pleine humanité des autres. Ça ne veut pas dire qu'ils les soupçonnent vraiment d'être des singes ou des, je ne sais pas, ou des ours, un autre animal, mais ils les traitent comme si c'était ainsi. Donc les Grecs ont fusionné deux oppositions, l'une formée de termes à valeur morale absolue, barbare civilisé, l'autre composée de termes neutres, relatif et réversible. Je suis le barbare de l'autre parce que je ne parle pas sa langue, comme il est le barbare pour moi. Depuis cette époque lointaine, beaucoup de grands esprits ont voulu ne retenir que ce deuxième sens, relatif, ou premier, enfin, le sens relatif, celui de il ne me comprend pas, donc il est un barbare pour moi, je ne le comprends pas, etc. Les auteurs chrétiens, en particulier, disaient, ça n'existe pas, il n'existe pas de barbarie, puisque nous sommes tous les enfants du même Dieu et que nous sommes, de ce point de vue, égaux. À l'époque de la Renaissance, de l'humanisme de la Renaissance, Montaigne, dans un célèbre essai, enfin célèbre parmi ceux qui étudient la culture française, surtout sur les cannibales, explique que autrui, enfin ce cannibale n'est pas plus cannibale n'est pas plus barbare que moi, et que nous ne faisons qu'appeler barbare ce qui n'est pas de notre usage. Cette générosité, cette vue de la relativité de la barbarie est louable d'une certaine manière. Mais pour ma part, je crois que nous avons besoin aussi de l'autre concept, du concept qui nous dit que oui, en toute époque et en tout lieu, il y a des actes ou des attitudes que nous avons envie de qualifier de barbare ou d'un autre mot équivalent, parce que ces êtres humains-là se comportent de façon inadmissible avec les autres. Ils les rejettent en dehors de l'humanité. Ils les jugent radicalement différents de nous, ou leur infligent des mesures dégradantes. Si on traite les autres de monstres, de sauvages, d'inhumains, on se comporte d'une manière barbare. Ou si on introduit une discrimination institutionnelle
et dit, voilà, cette catégorie de personnes sont inférieures en elles-mêmes et ne méritent pas d'être traitées comme les autres, eh bien c'est un jugement qui vous rend barbare. Si je traite l'autre de barbare simplement parce qu'il ignore ma manière de vivre, je me comporte comme un barbare. Pour autant, la barbarie elle-même n'est pas du tout inhumaine. Elle résulte même, je crois, d'un trait humain, de l'être humain, dont il semble illusoire d'espérer qu'on en soit débarrassé définitivement et qu'il disparaisse un jour. Pour cette raison, la barbarie, telle que je la comprends, cette catégorie de jugement, ne caractérise pas un peuple au détriment des autres, ou une époque plus que les autres. Elle se retrouve depuis les origines de l'humanité telles que nous les connaissons jusqu'à nos jours. L'homme préhistorique qui tuait peut-être son voisin de la grotte à côté juste parce qu'il ne le reconnaissait pas, ce n'était pas son cousin, ce n'était pas son frère, son proche, son ami. Caïn tuant son frère dans la Bible, mais aussi le tyran contemporain qui torture ses adversaires politiques, qui les jette en prison. Ils accomplissent tous des actes de barbarie. On ne peut dire que la barbarie est inhumaine en ce sens, à moins de postuler, comme le faisait un romancier français du nom de Romain Gary, qui disait « Ce côté inhumain fait partie de l'humain. Tant qu'on ne reconnaîtra pas que l'inhumanité est chose humaine, on restera dans le mensonge pieux. » En se comportant, en somme, de manière odieuse, les hommes ne cessent nullement d'être humains, malheureusement. Plus même, on pourrait faire un pas de plus et dire que leurs meilleures qualités et pires défauts ont peut-être une source commune. Jean-Jacques Rousseau, au XVIIIe siècle, disait, de manière un peu énigmatique, « Le bien et le mal coulent de la même source ». Ce qu'il voulait dire, je pense, en cherchant dans le reste de son œuvre, c'est que les êtres humains ont un besoin irrépressible de vivre avec les autres, et ils ont aussi une capacité de s'identifier aux autres, de se projeter en ceux à qui on fait face. Et cette capacité de nous identifier aux autres est source de générosité comme de cruauté. Parce que cette faculté nous invite à aider ceux qui ont besoin de nous, même s'ils nous sont inconnus, à reconnaître une dignité égale aux autres lointains, mais c'est elle aussi qui nous guide quand nous soumettons l'autre à la torture ou quand nous nous engageons même dans un génocide. Les autres sont comme nous, ils ont les mêmes points vulnérables que nous, ils aspirent au même bien. Il faut donc
si on veut garder ces biens pour nous, il faut les éliminer de la surface de la terre. Si on dispose d'un terme au contenu absolu, barbare, son contraire serait également absolu. Et c'est donc ici le terme de civilisé, civilisation que je choisis. Là aussi, il ne s'agit pas, n'est pas civiliser tel peuple au détriment de tel autre, comme on l'a beaucoup dit à une certaine époque, notamment des conquêtes coloniales du XIXe siècle. S'il ne s'agit pas de nos ancêtres lointains par opposition à nous, parce que nous avons des téléphones portables, et savons nous servir de tant d'instruments qui seraient indéchiffrables pour nos ancêtres. Non, la qualité qui va juger de la présence ou non d'un certain degré de civilisation, c'est la manière dont on traite les autres. Donc, pour être civilisé, il y a deux étapes à franchir. La première, c'est de constater d'abord que les autres sont différents de nous, parlent pas la même langue, donc ça c'est le plus simple, mais il y a d'autres différences, ils ont une autre religion, ils ont d'autres mœurs, d'autres manières de se comporter. Ça c'est le constat de différence de départ, mais ensuite un deuxième raisonnement, une deuxième assertion, à savoir que ce n'est pas parce qu'ils sont différents de nous qu'ils nous sont inférieurs, que nous sommes égaux en dignité et qu'il ne faut pas les exclure de cette pleine humanité. Il faut leur reconnaître une pleine humanité. Donc, être civilisé, c'est tout être humain à partir du moment où il échappe tant soit peu à son égocentrisme, à son ethnocentrisme, à son habitude de juger comme pleinement humain uniquement ce qui lui ressemble. Et de ce point de vue aussi, on pourrait dire que aucun de nous n'est jamais pleinement civilisé. C'est un processus qui ne s'arrête jamais, qui, dans le meilleur des cas, va en s'élargissant, où nous intégrons des personnes de plus en plus différentes de nous à cette image que nous avons, et qui nous permet de juger que ce sont les actes ou les attitudes qui peuvent être barbares et non pas les individus ou les peuples. J'ajouterai, toujours dans ces préliminaires, que contrairement à ce qu'on dit parfois, je ne pense pas que la civilisation, entendue de cette manière, soit ce qu'on appelle un mince vernis. Je ne sais pas si cette formule vous est familière, mais on la trouve souvent. Les gens semblent convaincus, enfin qui parlent en ces termes, que l'être humain est vraiment une créature cruelle et méchante, et que ce n'est que parce qu'il obéit à des règles de politesse qu'on lui a inculquées qu'il se comporte aimablement avec ses prochains en dehors de lui. Je suis convaincu du contraire, c'est que ce rapport aux autres, cette reconnaissance de la pleine humanité des autres, est liée à notre identité biologique, à notre espèce dans le règne animal.
et qu'elle trouve son origine, ce besoin de reconnaître les autres autour de nous comme nos égaux. Elle est liée peut-être à une particularité de notre espèce, c'est que le petit de l'homme a besoin de protection et de soins pendant beaucoup plus longtemps que celui des autres espèces animales. Avant l'âge de 7-8 ans, un enfant laissé à lui-même est condamné à périr. Pour cette raison, ce n'est pas seulement sa mère qui peut l'élever, ce n'est pas non plus le couple de la mère et du père, seulement c'est la communauté. Les êtres humains, aussi loin qu'on puisse remonter dans les recherches paléontologiques et archéologiques de la préhistoire, on les voit toujours habiter en groupe, en commun. Et cette communauté a permis à l'espèce humaine, qui n'est pas la plus forte, qui n'est pas plus forte que les lions ou les tigres, leurs voisins, de survivre, de se multiplier et de dominer le reste du règne vivant. La civilisation est aussi multiple, les formes d'actes civilisés ou d'attitudes civilisées sont aussi multiples que celles de la barbarie. La plus simple, c'est l'extension que nous donnons au pronom « nous ». Est-ce que nous, c'est ma famille? Est-ce que c'est mon village, ma région, mon pays? Est-ce que c'est l'humanité? Vous savez, chez certains, dans certains peuples, on appelle le peuple en question avec le même mot que l'humain, comme si les deux étaient de même extension. Cette inclusion de tous, ou en tout cas suffisamment large des autres autour de nous, ne devient pas ce qu'on pourrait appeler une xénophilie. C'est-à-dire, on parle de xénophobie, c'est la peur et le rejet des autres. La xénophilie, ça serait un culte des autres, les aimer juste parce qu'ils sont autres. Non, ce n'est pas... Il ne faut pas chercher à les mettre en valeur. Simplement, ils sont comme nous. La torture, l'humiliation, la souffrance infligée aux autres sont du côté de la barbarie. Le meurtre, collectif ou individuel, les tentatives d'éliminer une race, une ethnie, les ressortissants d'une religion, d'une classe sociale, voilà des exemples toujours de barbarie. Le choix d'instituer un tribunal à la fin de la Deuxième Guerre, plutôt que de liquider, de tuer les dirigeants du pays vaincu, est un exemple d'acte ou d'attitude civilisée. La commission Vérité et Réconciliation qui a fonctionné en Afrique du Sud ou dans des pays latino-américains, qui permet de ne pas considérer les défenseurs de l'ancien régime simplement comme des criminels, des monstres, des êtres à rejeter en dehors de l'humanité, est aussi un acte de civilisation. Parfois, on parle d'une pulsion barbare.
pour identifier l'origine de cette attitude, de ce comportement. Le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, vers la fin de sa vie, a écrit un livre qui traite de cette question, s'appelle « Malaise dans la civilisation », et il explique l'existence de la barbarie et de la civilisation par l'existence de deux grandes pulsions à l'intérieur de l'être humain, qu'il appelle pulsion de vie pour la civilisation et pulsion de mort pour la barbarie. Je vous lis deux phrases de lui. Désormais, dit-il, la signification de l'évolution de la civilisation cesse, à mon avis, d'être obscure. On sait désormais comment évolue. Elle doit nous montrer la lutte entre l'éros et la mort, entre la pulsion de vie et la pulsion de destruction. Donc nous héritons de nos parents, de l'origine de l'humanité, ces deux pulsions qui se battent en nous. Et Freud ajoute que l'agressivité constitue une disposition pulsionnelle primitive et autonome de l'être humain, et la civilisation y trouve son entrave la plus redoutable. Si nous n'acceptons pas ce cruel constat, c'est que nous avons peur de cette sauvagerie en nous, ou en ces termes encore une fois. Ceux qui préfèrent les contes de fées font la sourde oreille quand on leur parle de la tendance native de l'homme à la méchanceté, à l'agression, à la destruction et donc à la cruauté. Fin de citation. Donc vous avez compris que je ne partage pas ce point de vue. Je pense que effectivement, les hommes sont portés à la méchanceté, à l'agression, à la destruction, mais ils sont portés en même temps et au fond, pour les mêmes raisons fondamentales, à la générosité, au partage, à la coopération, donc aux qualités contraires. Le sentiment de manque que j'éprouve quand j'aspire à la reconnaissance, à l'amour, aux besoins de ce que les autres peuvent me donner, je peux l'obtenir par leur amour, par leur générosité, par leur attitude bienveillante, mais si celle-ci ne vient pas, je suis prêt à me battre, je suis prêt à les agresser, à les tuer, à la limite. Voilà quelques paroles générales sur la barbarie et la civilisation. Je voudrais maintenant illustrer mon propos par un exemple. Et cet exemple, vous le connaissez un peu un peu ou peut-être même beaucoup, de la presse ou de la télévision. Je pense au système de l'apartheid en Afrique du Sud et au combat de celui qui avait pris la tête de la résistance contre l'apartheid, Nelson Mandela. En effet, l'apartheid, vous voyez tout de suite pourquoi c'est une vision barbare de l'humanité, puisque au point de départ, on déclare que les différentes catégories de la population, les blancs et les noirs, mais il y a aussi des catégories intermédiaires, les indiens, les métis, etc., donc toute une palette, n'appartiennent pas à la même humanité. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes droits. Chacun a des droits spécifiques rattachés à sa couleur, à son origine, à sa race, autrement dit. Donc, exemple très clair de ce que j'appelle ici barbarie.
Quant à Mandela, nous savons tous qu'il a été longtemps en prison, mais ce n'est pas parce qu'on a été longtemps en prison qu'on devient forcément plus civilisé, qu'on est plus généreux avec les autres. Nous savons qu'il a défendu, il a lutté contre l'apartheid, mais il est loin d'être le seul. Il y avait un parti qui jouait dans ce sens. Je vais donc vous décrire un peu plus dans le détail son action. Au lendemain de sa libération, en 1990, au mois de février, après 27 ans, 6 mois et 6 jours de prison, Mandela donne une conférence de presse dans la cour de la maison d'un autre militant anti-apartheid, l'archevêque Desmond Tutu. Il y a devant lui des centaines de journalistes qui veulent entendre que va dire cet homme après avoir été pendant si longtemps le prisonnier d'un gouvernement qui a décidé soudain de le libérer et même de lui accorder un certain rôle. On s'attend à ce que, enfin, on s'attend peut-être pas à ceux qui le connaissent bien, mais paraît logique qu'il se lance dans un discours de condamnation de l'injuste emprisonnement dans lequel il a été maintenu pendant si longtemps, de ce qu'il vient de subir pendant une si longue période. Or, il ne dit pas cela du tout. Il dit que, au cours de cette conférence de presse, il dit que pour lui, l'État qui doit sortir de l'affrontement de Blancs et de Noirs en Afrique du Sud doit être un État qui réserve une place égale en dignité, non pas en nombre, aux uns et aux autres, aux Afrikaners blancs et à la population jusque-là soumise, noire, indienne, métisse, etc. Quand il parle des Afrikaners, la formule qu'il emploie, c'est « nous apprécions à sa juste valeur leur contribution au développement de ce pays ». Par ces paroles, il sort immédiatement du discours habituel que tient son parti, le Congrès national africain, ANC, qui parle de colonisateurs et colonisés. Et lui, le chef, le président du parti, dit non, il y a la place pour les uns et pour les autres. Deux groupes de citoyens aux prétentions également légitimes. Dans la réponse suivante à la conférence de presse, il ne parle plus au nom de l'ANC, mais de lui-même, et un journaliste lui demande quels sont vos souvenirs les plus marquants de cet emprisonnement que vous avez subi. Là aussi, on se dit, décrire dans le détail les humiliations, eh bien non. Il déclare en prison, j'ai rencontré des hommes, et là il parle des gardiens et non pas des détenus. J'ai rencontré des hommes qui ont fait preuve de bonté
au sens ils ont compris notre point de vue. C'est le meilleur antidote contre l'amertume. Pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique du Sud, mais on peut se demander si ce n'est pas dans une histoire au sens plus large, il engage une révolution qui ne se propose pas de punir les anciens dominateurs une fois qu'ils seront renversés, mais qui incite à fraterniser avec eux. Quelques années plus tard, en 1993, Mandela écrit son autobiographie. Cela fait partie de sa campagne électorale, les élections auront lieu l'année suivante. Et cette autobiographie est un peu une œuvre collective avec ses camarades de l'ANC, mais c'est quand même lui qui détermine le sens de ce qu'il a à dire. Il évoque là la conférence de presse qui a eu lieu 3 ans plus tôt, et il décrit ainsi son état d'esprit du moment. En prison, dit-il, ma colère envers les Blancs s'était apaisée, mais ma haine du système s'était accrue. Je voulais que l'Afrique du Sud voie que j'aimais jusqu'à mes ennemis, tout en haïssant le système qui avait fait naître notre affrontement. Je pense personnellement que ici Mandela emploie le vocabulaire chrétien, qu'il n'avait pas besoin de dire qu'il est né jusqu'à ses ennemis, mais en tous les cas, ce qu'il montre, c'est qu'il traitait ses ennemis comme aussi humains que lui-même. Cette position, cette difficile séparation de haïr le système, mais de ne pas haïr les individus qui l'incarnent, me rappelle aussi un écrivain soviétique qui parlait de cette dissociation quand il s'opposait au régime totalitaire. Il parlait de ce choix qui permet de condamner le péché, mais pardonner aux pécheurs. Condamner le crime, mais ne pas exclure le criminel du cercle de l'humanité. À partir de ce moment, Mandela va mener une politique, à partir de ce moment, je veux dire, de sa libération, pendant les 4 années qui suivent. Il va mener un combat difficile sur un chemin semé d'embûches pour éviter à tout prix, et c'est son grand objectif, d'éviter la guerre civile dans son pays. D'ailleurs, il faut être conscient que c'est son unique objectif. Il ne cherche pas à résoudre les problèmes économiques du pays, à transformer le pays immédiatement. Non, c'est d'empêcher que le pays ne sombre dans l'extermination mutuelle. Il a peur de ce que l'ethnologue française Germaine Tillon appelle la logique des ennemis complémentaires. Germaine Tillon avait formé cette expression pendant la guerre d'Algérie parce qu'elle s'était aperçue que, quelles que soient les justifications données par les uns
ou les autres, des belligérants, il y avait aussi une motivation supplémentaire qui était celle des représailles, de la vengeance, où l'acte terroriste, dans le vocabulaire de l'un, entraînait les exécutions, lesquelles entraînaient de nouveaux actes violents, et ainsi dans une spirale qui ne pouvait jamais s'interrompre. Mandela, lui aussi, formule les principes de son action qui sont également un combat contre cette idée de devoir rendre le coup pour le coup et de postuler une division manichéenne de tout le bien d'un côté et tout le mal de l'autre. Après avoir été élu président, on l'a consulté à plusieurs reprises, Mandela, pour qu'il conseille d'autres peuples qui étaient en lutte, où une partie de la population combattait l'autre. Ainsi, en Irlande, où catholiques et protestants menaient un combat qui semblait ne devoir jamais s'arrêter. Il écrit dans son carnet, en commentant ce conflit-là, « On arrive vite au point où aucune des deux parties n'a complètement tort ou complètement raison. » Ou encore, « Il y a des hommes et des femmes de bonne volonté dans toutes les communautés. » La conclusion pratique qu'il en tire est de s'adresser à cette part meilleure en chacun, en l'assurant ainsi de sa qualité, de lui tendre en somme un miroir flatteur, de sorte que, même si au début cette part meilleure de l'être humain n'est que potentielle, elle devienne réelle en cours de route. Le moyen pratique de procéder ainsi, c'est d'engager une conversation, d'entrer en pourparlers, en débat, même avec son ennemi d'hier. Et le miracle, effectivement, se produit. Ses interlocuteurs, c'est-à-dire les mêmes dirigeants de l'Afrique du Sud blanche qu'il avait envoyé en prison, finissent par le respecter et par accepter ses conditions, accepter l'évolution de ce pays vers le suffrage universel, c'est-à-dire le fait que le gouvernement ne soit plus lié obligatoirement à une race. Ces positions de Mandela, il ne les a pas eues depuis son enfance ou sa jeunesse. Et c'est intéressant de voir pourquoi et comment il a changé. Quand il est jeune militant, il est, comme le sont souvent les jeunes militants, beaucoup plus extrême, beaucoup plus radical, et il pense qu'il faut frapper l'ennemi de la même manière que lui, il nous frappe. On ne peut combattre le feu que par le feu, dit-il. Ou encore, on ne peut détourner l'attaque d'une bête sauvage les mains nues. Il faut s'armer, il faut combattre avec les mêmes armes. En 1955, donc plusieurs années avant qu'il ne soit emprisonné, l'ANC, son parti, envoie des émissaires dans le reste du monde, ailleurs en Afrique, en Asie, pour trouver des alliés qui vont
envoyer des armes ou qui vont enseigner le méthode de combat efficace. Mandela lit Mao, Staline, Lénine, Che Guevara. Il aime se porter des habits de guerre, d'uniforme, pour montrer qu'il est prêt à combattre. Lui-même subit un stage d'entraînement militaire en Éthiopie. Il est donc persuadé jusqu'en 62 à peu près qu'il faut mener une guerre de guérilla et que comme Castro a gagné le pouvoir à Cuba, il pourra vaincre en Afrique du Sud. Quand il est arrêté en 62, c'est pour un délit mineur. C'est qu'il a quitté le territoire sans autorisation. Mais l'année suivante, la police fait une saisie importante de documents et découvre notamment que Mandela était le chef de la branche armée qui combattait le régime. C'est à ce moment qu'on le condamne à la prison à vie et qu'il sera envoyé en compagnie des autres dirigeants de l'ANC à Robben Island, cette prison isolée de tous sur une île au large de l'océan. C'est à ce moment, une fois en prison, que Mandela va subir une forme de transformation intérieure, et ceci parce qu'il constate que certains gardiens, au lieu de se comporter de la façon dont on peut les soupçonner devoir se comporter, se comportent humainement. Il écrit: la plupart d'entre eux étaient hostiles à nos aspirations, considéraient les prisonniers noirs comme des sous-hommes, donc se comportaient en barbares. Ils étaient farouchement racistes, cruels et grossiers dans leur attitude avec nous. Quelques hommes, cependant, faisaient exception parmi eux. Dès le départ, il y a eu des gardiens pour penser qu'on devait nous traiter correctement. Et certains d'entre eux étaient vraiment des hommes bons. Certains les laissent tranquilles, d'autres engagent la conversation avec eux, d'autres finissent par leur accorder des petites libertés. Mandela conclut: c'était un rappel utile que tous les hommes, même ceux qui semblent les plus insensibles, ont un fond d'honnêteté et qu'ils peuvent changer si on sait les toucher. C'est parce qu'il croit en ce qu'il appelle une lueur d'humanité, y compris chez ses ennemis les pires, que Mandela décide qu'il va changer d'attitude envers ses adversaires en général. Il s'exerce en quelque sorte, il apprend en tant que prisonnier, et à l'exemple des gardiens d'abord qui les entourent, gardiens aussi qui dirigent les prisons. Il est capable d'écrire au directeur général des prisons de l'Afrique du Sud un long rapport dans lequel il lui expose toutes les faiblesses, toutes les iniquités du système des prisons, et de lui dire: vous devez changer ce système simplement parce que nous sommes, vous et moi, les mêmes, des êtres humains, autant l'un que l'autre. On ne peut pas traiter ainsi d'autres hommes aussi humains que vous.
Et c'est cette réaction qu'il obtient de ses adversaires. C'est ainsi aussi qu'il s'adressera aux dirigeants du pays, qui sont des adversaires déclarés, qui sont le chef de la police secrète, le ministre de la Justice, le ministre de la Police, le président du pays. Mais il part du principe que tout être humain peut se comporter de manière honorable et qu'en les traitant en personnes respectables, ils vont réagir de même. Pour illustrer son propos, Mandela a inventé à la fin de sa vie une parabole, une petite histoire que je vous résume. Le soleil et le vent se disputent pour savoir lequel des deux est le plus fort. Et pour se départager, ils choisissent une épreuve. C'est un peu un conte africain. Ils choisissent une épreuve. Il faut enlever la couverture d'un voyageur. Un voyageur, c'est enveloppé sous une couverture. Alors le vent souffle de toutes ses forces, mais le voyageur s'accroche à sa couverture. Il a besoin d'elle pour qu'elle lui tienne chaud. Donc, il rate sa tentative. Le soleil se contente d'envoyer ses chauds rayons. Le voyageur commence d'abord par la desserrer, puis la jette, il n'en a plus besoin. Cette parabole, dit Mandela, signifie que par la paix, vous pourrez convertir les gens les plus déterminés, les plus enclins à la violence. À partir de ce moment, à partir du moment où Mandela a décidé que c'est ainsi qu'il faut procéder, il fait plusieurs gestes qui illustrent cette attitude. Par exemple, pendant qu'il est toujours en prison, il demande à ses geôliers de lui permettre de s'inscrire pour suivre des cours d'Afrikaans. Vous savez, cette langue que parlent les Afrikaners, une sorte de vieux hollandais, néerlandais. Et donc, il se met à étudier la langue de l'ennemi. Ses camarades de prison ne comprennent pas bien. Surtout qu'à la même époque, les dirigeants du pays affirment qu'il faut introduire l'enseignement de l'afrikaans dans toutes les classes, alors que jusque-là, il y avait l'anglais et puis la langue de la population locale. Et donc, la jeunesse se révolte, elle est réprimée, il y a des morts, il y a des démonstrations, des arrestations. Mandela exprime sa sympathie pour les révoltés, mais continue de suivre ses cours d'Afrikaans, de lire des livres d'histoire des bourgs, de lire la poésie, la littérature de ce peuple. Le résultat, c'est que quand il sera libéré, il pourra leur parler comme leur égal, dans leur langue, et cette proximité avec l'ennemi lui permet d'emporter la victoire. Je vais conclure par une note moins optimiste. Aujourd'hui, le nom de Mandela est respecté dans le monde entier. Au moment de son décès, il y avait les chefs d'État de tous les pays qui ont envoyé leurs condoléances, leurs félicitations,
leurs hommages aussi. Ils ont dit que Mandela allait leur servir d'exemple et de source d'inspiration. Pourtant, quand je regarde l'action des dirigeants politiques de tous les continents, je n'en vois pas tellement qui cherchent à l'imiter et qui auraient réellement adopté ces principes. Barack Obama, qui s'était rendu en Afrique du Sud à cet enterrement et a prononcé un beau discours, disait que tout homme d'État devrait se poser la question: ai-je bien appliqué les leçons de Mandela à ma propre vie? Il constatait, par exemple, pour sa part, que le combat contre le racisme avait remporté quelques victoires aux États-Unis aussi, pas toutes, mais quelques-unes, mais que celui contre la pauvreté, contre l'inégalité, rencontrait des obstacles très solides. Mais Obama n'a pas dit mot des combats que son pays poursuivait et poursuit toujours, les armes à la main, et qui ne correspondent pas à l'esprit de Mandela. On ne peut pas affirmer qu'on s'inspire de son exemple et de son refus d'exclure les ennemis de la commune humanité quand les gouvernements successifs choisissent d'enfermer leurs ennemis réels ou supposés dans des camps-prisons comme celui de Guantanamo, de frapper par les drones dans les pays lointains suspects et coupables indifféremment, ainsi que les personnes qui se trouvent par hasard autour d'eux, de mettre sur écoute la population de leur propre pays ou les responsables politiques et économiques de leurs alliés. La vertu morale de Mandela enseigne une autre leçon. Une leçon que Mandela a léguée aux hommes et femmes d'aujourd'hui, quels qu'ils soient, et qui mérite donc d'être rappelée, car elle est trop rarement suivie. Merci.